C'est à une histoire pointilliste du village de Sérignan-du-Comtat que je vous convie dans ce documentaire réalisé à partir des microdocs de l'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine qui sera inauguré en 2018. Sérignan-du-Comtat, que nous appellerons parfois simplement Sérignan, comme le font les habitants du village, est donc une localité du Comtat venaissin, aujourd'hui située au nord-ouest de la Provence et recoupant grosso modo le département du Vaucluse. Cette entité géographique dont Pétrarque adorait les paysages. C'est en 1125 que les terres situées au nord de la Durance et à l'ouest du comté de Forcalquier devinrent les terres des comtes de Toulouse. En 1274, en vertu des accords entre le roi de France et la papauté, le marquisat de Provence, que l'on dénommait déjà le comtat venaissin, tomba dans l'escarcelle des papes, qui n'eurent de cesse d'en consolider l'assise territoriale en achetant Valréas en 1317, Pisan en 1344. De cet ensemble, il faut retirer quelques seigneuries relevant directement de l'Empire, dont Orange et quelques localités voisines, mais aussi Châteauneuf-du-Pape qui appartenait à l'évêque d'Avignon. Cette province, sous l'égide du pape et de ses représentants, se dote d'une assemblée représentative, les trois États du comtat venaissin, institution politique dont l'apogée est située vers 1430. Nous sommes là, en pleine crise guerrière et épidémique. Cette assemblée vote donc à cette époque régulièrement des subsides, c'est-à-dire des impôts pour la défense du pays. C'est donc dans ce contexte qu'est réalisé le premier compoit de Sérignan en 1414-1415. Il s'agit d'établir les moyens de répartir avec justice les impositions dont le village est redevable. C'est un premier coup de projecteur sur Sérignan du Comtat. Sans doute rencontrerez-vous des redites, sans doute devrez-vous faire des allers-retours dans le temps, mais il était difficile de faire autrement. Et ne dit-on pas que répétition est pédagogie ? L'origine de Sérignan est évidemment mal connue, mais Francis Raymond a bien raison de parler d'une origine gallo-romaine de Sérignan-du-Comtat. Il voit dans le toponyme Sérignan la trace d'un grand propriétaire gallo-romain, Serignianus, qui aurait donné par antonomase son nom à la grande villa de Serignacum, devenue, au fil des transformations du vocable Sérignan, dans un acte de 1491. Appellation encore non définitive, car il faut attendre le XVIe siècle pour que la phonie se fixe et le siècle suivant pour que ce soit le tour de l'orthographe de se figer dans une forme devenue aujourd'hui classique. En 1237, le comte de Toulouse, qui depuis la fin du XIIe siècle multiplie les signes de son pouvoir dans le marquisat de Provence, inféodera le castrum de Sérignan à Raymond Ier des Baux. Construite à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, une tour représentait ici un acte d'appropriation, d'autorité et de commandement, le droit de ban. Comme à Vaison-la-Romaine, mais dans des proportions moindres, il était aussi question de regrouper sur le tertre calcaire les populations qui occupaient les alentours. Ce fut l'incastellamento, ce vaste mouvement de regroupement des populations qui s'amorce bien avant, dès le XIe siècle. Sans doute le petit relief où se trouve le village ancien actuel est-il alors déjà occupé par quelques habitants. Sans doute le comte de Toulouse a-t-il fait place neuve au plus haut du tertre pour ériger sa tour féodale. Il n'est pas impossible que date de cette époque une morphologie urbaine particulière qui fossilise le rempart du XIIIe siècle dans le village. Voyons ce qu'il en est. Nous venons de le dire, mais il faut le répéter, c'est donc à la fin du XIIe siècle que le processus de réunion des habitats dispersés
se concrétise véritablement à Sérignan par l'installation sur le tertre sérignanais d'un représentant du comte de Toulouse et la construction d'une tour manifestant le pouvoir féodal. Il ne faut pas s'imaginer que cette tour fut habitée. Comme souvent, il s'agit simplement d'une tour beffroi où, au mieux, dans la salle voûtée du premier étage se rendait la justice. Elle pouvait également servir de lieu de stockage des denrées issues du domaine seigneurial et des prélèvements dont devaient s'acquitter les paysans de la seigneurie. Cette immixtion du comte de Toulouse va rebattre les cartes du peuplement. Les hameaux d'écart, comme celui situé autour de la chapelle Saint-Marcel, vont se vider de leurs habitants. Ceux-là trouveront refuge auprès du château. Acte autoritaire ou proposition de lotissement comme à Vaison-la-Romaine où les habitants ont de leur propre chef choisi de quitter la ville basse pour la ville haute, nous n'en savons rien. Mais il est fort probable que les choses aient été identiques à Sérignan et qu'on a trouvé plus intéressant de loger près du château où il était possible de se réfugier en cas de danger. On pourrait d'ailleurs émettre l'hypothèse séduisante de l'existence d'une trace de ce phénomène dans le parcellaire du village ancien. On trouve ici une forme radiale, que l'on retrouve ailleurs, dans d'autres castrums, comme à Cabaret ou au château de Montalet. Nous voyons donc ici un tracé du rempart avec une série de loges accolées à celui-ci. Il est évident que des maisons sont venues ici s'appuyer sur le rempart. Or, une telle autorisation a été donnée par le seigneur au début du XIVe siècle. Germain Buteau le rapporte dans sa thèse intitulée « Guerre et vie publique en Comtat venaissin et à Avignon, vers 1350, vers 1450 ». Cela nous permet d'imaginer le village de Sérignan à cette époque, ou tout au moins cette partie du village polarisée par le château féodal. Les autres maisons ayant été sans doute construites sur le tertre de manière assez peu organisée. C'est en tout cas l'image que nous renvoie le plan parcellaire, avec cet espace à la géométrie qui traduit une volonté d'organisation, et le restant du village qui manque nettement de structuration. Cela explique l'aspect erratique des remparts dont on ne peut pas dire que l'on soit sûr du tracé. Souvent, la question du tracé des remparts ne pose guère de problème aux spécialistes, habitués qu'ils sont de considérer des configurations diverses. Mais à Sérignan-du-Comtat, les choses sont différentes. Si les Sérignanais font intervenir des professionnels de la fortification pour dresser les remparts, les tours et autres corps de garde, ils utilisèrent les ressources et les compétences locales pour ériger les maisons paysannes. De fait, la maison du XIVe est très différente de ce qu'elle deviendra sous l'Ancien Régime. Explication. La maison de village au XIVe siècle n'est pas tout à fait la même que celle du XIXe, qui constitue la majeure part des maisons de village actuellement visibles, à Sérignan ou ailleurs. Au XIVe siècle, leur élévation est en moyenne de 6 à 8 mètres. Selon le soin pris pour la construction, les fondations sont plus ou moins profondes et larges. Les murs sont réalisés par tronçons rectilignes et sans pénétration. Cette technique, liée aux modalités de construction, fragilisait les édifices, mais permettait des évolutions rapides, facilitées par la possibilité de détruire tel ou tel mur sans mettre en danger la bâtisse tout entière. Cette manière de faire semble s'effacer avec le XIVe siècle où les murs deviennent de plus en plus solidaires les uns des autres. Les moellons de pierre calcaire tirés du substrat local sont très irréguliers et liés à la chaux blanche, de plus ou moins bonne qualité selon les maisons. En général, à cette époque, les chaînages d'angles ne sont pas utilisés dans les maisons paysannes, mais seulement dans les tours de défense, les châteaux, voire les murs d'enceinte.
Les murs étaient à l'intérieur et à l'extérieur couverts de l'enduit de chaux, et, chose étonnante, on a pu retrouver des faux joints dessinés à la truelle, montrant un intérêt esthétique de certains commanditaires. La toiture était faite de tuiles rondes moulées sur la cuisse ou non. Elles étaient de dimensions variables dont la longueur moyenne atteignait les 50 cm, la largeur les 20 cm et la hauteur de base de 6 cm. La porte d'entrée n'est en général pas centrale mais déportée vers un angle pour ne pas affaiblir le mur. Elle est faite d'un linteau et le système de fermeture de la porte change à cette époque où la serrurerie se développe. Jusque-là, des aménagements de cavités dans les murs pensés dès la construction permettaient de barrer la porte une fois fermée par un madrier que l'on faisait coulisser. La largeur des portes est variable, mais le mètre étant l'ouverture le plus souvent utilisée à cette époque, la hauteur variant en général de 1,70 m à 2 m. Les ouvertures permettant à la lumière de pénétrer ces demeures austères étaient de deux types. Des barbacanes semblables à des archères, mais plus larges, et des fenêtres fermées par des châssis de bois couverts de cuir ou de tissus divers. Une observation intéressante faite à Rougier, dans le Var, montre que si la fenêtre du XIIIe siècle était plus grande, avec une largeur de 50 cm en moyenne et une hauteur d'un peu plus d'1 mètre, elles se réduisirent au XIVe siècle. Ce qui fait écho à l'aggravation de l'insécurité à cette époque et peut-être aussi au début du mini-âge glaciaire qui voit se multiplier les hivers très rigoureux, même dans les zones méditerranéennes. À l'intérieur des maisons, des niches conçues dès la construction des murs occupent toutes les pièces des maisons paysannes. Les dispositifs de chauffage étaient rares et aucun dispositif d'évacuation des fumées n'était utilisé. Il faut donc imaginer que le brasero était principalement le vecteur de chaleur dans ces demeures méditerranéennes dont le modèle type fut conçu lors de l'optimum climatique médiéval. C'est justement avec l'entrée dans le petit âge glaciaire, avec ses hivers parfois glaciaux, que l'on voit se construire des cheminées avec conduits d'extraction des fumées. Mais là, nous changeons d'époque. Ce village du XIVe siècle que nous connaissons un peu mieux avait une structure urbanistique très différente de celle d'aujourd'hui. Sérignan compte parmi les villages que le temps aura le plus transformé. Il est des villages qui ont gardé leur structure médiévale en lien avec la préservation du corset de pierre que représentaient les remparts. Rien de cela à Sérignan. Le temps a emporté les remparts, mais l'historien aidé de l'archéologue peut mettre au jour des éléments disparus, comme ici, l'entrée seigneuriale du XIVe siècle. Comme vous pouvez le voir, voici une des entrées du village de Sérignan telle qu'elle fut construite à la fin du XIVe siècle, consécutivement à la fortification du village qui s'insérait, quant à lui, dans un vaste mouvement de mise en défense du comtat. La guerre de Cent Ans était à l'origine de cette vaste mise en défense. Des bandes de soldats démobilisés par la fin des combats écumaient le pays sous le commandement d'un capitaine qui rançonnait villes et villages. Ici se trouve un des corps de garde de l'entrée du village, formé de ces deux tours de défense encastrées dans le rempart qui englobait l'entité urbaine. Cette entrée en décroché ou en baïonnette se trouve également ailleurs, comme ici, à Kéran. Cette construction est une bretèche qui a pour fonction de défendre la porte. Le sol de la bretèche est ouvert en divers endroits, ce qui permettait de jeter des objets, des pierres, de l'eau bouillante, de tirer des flèches vers le bas. Le rempart que vous pouvez voir à droite du corps de garde sert d'appui à une maison située à l'intérieur des remparts
et qui pourrait être cette maison que le Seigneur avait demandé aux habitants de construire pour y loger des gardes. Vous verrez dans un autre microdoc que le rempart a souvent réutilisé des éléments préexistants afin de faire des économies, car les maçons de l'époque se faisaient payer à la tâche. On payait donc au prorata des cannes carrées de murs dressés. Une canne carrée faisant approximativement 4 mètres carrés. Cela est tellement vrai que les églises apparaissent souvent sur le tracé des remparts, comme on peut le voir dans les villages alentours. Et Sérignan n'échappe pas à la règle, car on voit l'ancienne église sur le tracé du rempart du XIVe siècle, mais aussi sur le tracé du rempart du XIIIe siècle. Ce rempart qui n'était que celui de l'espace castral, je veux dire le rempart du château féodal disparu. Période de renouvellement urbanistique, le XIVe siècle assista donc à une modification substantielle des villages de pierre. Ici se trouve une ruine. En fait, si nous faisions le tour des remparts à la fin du XIVe siècle, vers 1380, nous en trouverions un certain nombre. On appelait ça des casales, c'est-à-dire des bâtiments ruinés. Ces destructions furent l'œuvre des bâtisseurs des remparts qui remobilisèrent ces matériaux pour élever les murs d'enceinte. Pour éviter que d'éventuels assaillants ne trouvent abri dans ces maisons situées hors le fort villageois, il était habituel de les raser. C'était faire ainsi d'une pierre deux coups sans faire de mauvais jeu de mots. Une logique identique présida à la mise en défense de la contrée. Les trois États qui représentaient le comtat venaissin et le légat vidèrent de leurs habitants un certain nombre de localités afin de concentrer la fortification et le peuplement sur un nombre plus restreint de lieux. Sérignan fit partie des sites villageois fortifiés et sans doute au détriment du village du Chaux, situé au pied de la forteresse médiévale éponyme. Ainsi, de nombreux habitats d'écart disparurent dans un vaste mouvement de recomposition du tissu villageois. Ceux qui trouvèrent refuge à Sérignan, à Camaret ou ailleurs, y transportèrent aussi, parfois, leurs maisons, pierre après pierre, charroi après charroi. Ces remparts de la seconde moitié du XIVe siècle vont être remobilisés et adaptés à la guerre telle qu'elle se pratique au XVIe siècle. C'est alors les guerres de religion dont un épisode sérignanais est romancé par Antony Réal dans son roman La Belle Bachelette. Il s'agit de la prise du village par Antoine de Crussol en 1563 que nous trouvons racontée dans le tableau de l'histoire des princes et de la principauté d'Orange, publié en 1641 par Joseph de la Pise et où nous ne trouvons pas le romanesque de l'œuvre d'Antony Réal. Plus prosaïquement, Crussol fit donner la canonnade et en 1 heure, la ville est emportée. Les habitants sont passés par le fil de l'épée, comme ce fut souvent le cas lors des prises de village pendant les guerres de religion. Les assaillis, réfugiés dans le château, éprouvent la seconde canonnade qui pendant 2 jours fracasse le château féodal. Mais quelques années plus tard, les catholiques reviennent et reprennent la place. Si la Provence s'est assez tôt débarrassée du problème protestant et a plutôt été épargnée par les 8 guerres de religion qui se succèdent de 1562 à 1598, le comtat venaissin, terre du pape, a quant à lui dû faire face à la violence protestante. Il faut dire que c'était un terrain idéal pour les religionnaires qui avaient pour ambition d'effacer de la terre les traces de la religion catholique dont le pape était vu comme un suppôt de Satan. Tout au long de ces épisodes guerriers, à Sérignan-du-Comtat, on se doit de faire face donc. Le village est occupé par l'un ou l'autre des partis selon les époques, et il accueille alors des garnisons tantôt catholiques, tantôt protestantes pour défendre la place et se mobiliser, le cas échéant, pour former avec d'autres des petites armées qui parcourent le pays pour traquer les armées adverses ou mettre le siège devant telle ou telle place fortifiée.
Par exemple, Montbrun tente de surprendre Orange le 21 février 1563, d'après le père Jean-François Bourdin. La garnison de Sérignan compte alors au nombre de ses troupes. Quelques semaines plus tard, Serbelloni, le commandant des troupes papales, tente de reprendre d'eau aux protestants Sérignan et Camaret. Il avait avec lui le plus gros canon de la ville d'Avignon, prêté par la ville, avec ses hommes, ses bêtes de somme, ses boulets et sa poudre. Canon précieux qu'il fallait rendre illico après la fin des opérations. Une fois en place, alors que les cavaliers du pape harcelaient Camaret, on imposa un tel bombardement au rempart que les protestants de Sérignan, alertés de ce qui se passait chez les voisins, quittèrent le village avant l'arrivée de l'armée ennemie. Serbelloni entra donc sans coup férir dans Sérignan et laissa dans le village fortifié, pour en sécuriser la place et les alentours, les compagnies de Bédouin, Pignan et Visan. Jacques de Crussol, baron d'Uzès, seigneur d'Acier, alors protestant, ce qui ne dura pas, passa à nouveau en comtat depuis le Languedoc voisin avec une des plus grosses armées qui passa dans la contrée. 2000 soldats de pied, 600 cavaliers et 6 pièces de canon. Il revint là, comme quelques mois auparavant, mettre le siège devant Sérignan. Les troupes catholiques alertées essaient de le surprendre, mais celui-ci alerté aussi leur tend un piège en se camouflant dans les bois, pour fondre sur eux, par surprise. Jacques de Crussol les défait et plante le siège devant Sérignan. Le château est bombardé, les assaillis finirent par se rendre. On incendia le château où s'était réfugiée la garnison que l'on décima en partie. Pendant une des nombreuses trêves qui séparaient les périodes de conflits armés, on décida d'améliorer les fortifications à Sérignan. On rectifia les murailles, on construisit même un ravelin devant ce qui est désormais l'unique entrée du lieu. Un ravelin était une fortification avancée défendant une porte. Entendez une première ligne de défense qui, une fois prise, était abandonnée pour un refuge dans le fort villageois. La porte d'entrée des villages était en effet, malgré les tours de garde et les corps de garde, les points faibles des fortifications. Le ravelin permettait d'accroître la résistance du village. Pour parfaire à la défense de Sérignan du comtat, et ce n'est pas rien, on fit creuser pour 50 journées d'hommes un fossé devant la porte du lieu où on mit en place un pont-levis, à chaîne et flèche. Ces travaux, réalisés après les événements décrits plus haut et tirés de l'histoire des guerres excitées dans le comté venaissin de Jean-François Boudin, un jésuite du XVIIIe siècle, montrent très certainement par où la défense de Sérignan avait péché lorsque Jacques de Crussol avait une première fois investi la place, en 1562. Avec la fin des guerres de religion, Sérignan entre dans une époque nouvelle. La construction de la maison de Diane de Poitiers en atteste. Elle parle d'une époque qui voit les malheurs des XIVe et XVe siècles reculer et s'effacer. La peste disparaît et la production agricole soutenue qu'accompagne de bons salaires pour les ouvriers permet une croissance économique qui profite à tous. C'est la période du froment. Le pain blanc se trouve à la table des plus petits paysans. Les rations de viande sont importantes. On vit mieux et peut-être même bien. Pourtant, déjà, vers le milieu du siècle, les orages s'annoncent, une fièvre apocalyptique prend l'Europe, partout on prédit la fin du monde, la réforme protestante veut changer l'homme, la poussée démographique finit par rendre les villes grouillantes d'hommes, de femmes et d'enfants, le stress psychique arrive à son comble, et ce sera les guerres de religion dans le royaume le plus peuplé d'Europe. La maison de Diane de Poitiers, tel est son nom vernaculaire, a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise d'histoire de l'art et de plusieurs sondages archéologiques. Première chose, l'archéologie confirme ce que la lecture du plan parcellaire indiquait, la maison s'inscrit dans le rempart médiéval pour ce qui est du mur pignon-est. Mais la maison de Diane, telle que nous la voyons, est le fruit de 2 phases de construction
et ensuite de plusieurs divisions du bâtiment qui lui donnent cet aspect très villageois. Si nous reprenons à notre compte l'hypothèse la plus séduisante émise par M. Mignon du service d'archéologie du département du Vaucluse, nous dirions qu'avant la construction du premier édifice, ici se trouvait l'entrée du village fortifié au XIVe siècle. Nous en parlons dans un autre microdoc. Les sondages mettent en évidence une baïonnette ici, c'est-à-dire un décalage de la muraille, comme vous pouvez l'observer. Voilà donc une hypothèse de restitution de ce secteur au XIVe siècle. Plus tard, au XVIe siècle, alors que vivait Diane de Poitiers, fut construit l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, mais qui pouvait présenter des différences. Il a pu être plus haut. On combla au nord de la bâtisse, où se trouvait un devers important vers le sud, afin de créer une surface plane à une hauteur importante, puisqu'il y a environ 2,50 m de comblement. Cela faisait apparaître une cour encore existante aujourd'hui et où se trouve un QR code. On construisit également une galerie qui menait du château à la maison. Le luxe encore visible à l'intérieur de la maison ne fait aucun doute sur la qualité du destinataire. Nous reparlerons de tout cela une autre fois. Mais ce que nous devons dire, arrivé à ce terme de la discussion, c'est que la maison de Diane de Poitiers n'est pas une escroquerie du marketing touristique. Tous les éléments semblent être là pour au moins dire que cette hypothèse est forte. La maison subit un incendie en 1583, peut-être lié aux guerres de religion, qui va provoquer une transformation de la toiture et un rehaussement de l'édifice qui demeure mystérieux pour les services archéologiques du département. L'édifice a été ensuite rabaissé. Pour les derniers siècles, la maison va devenir une annexe des agents du Seigneur, puis elle sera vendue comme bien national, divisée, abîmée, presque détruite, mais sa cheminée classée sauva la maison de l'oubli. Grâce à elle et aux études qu'elle a autorisées, nous en savons un peu plus également sur l'histoire de Sérignan. Pendant les guerres de religion, les maisons sont restées cloîtrées, dans les remparts, et construire était devenu inenvisageable à l'extérieur en lien avec l'insécurité qui régnait alors. Des chefs de guerre établis dans telle ou telle localité, maîtres de tel ou tel château, d'où ils étaient pratiquement inexpugnables, battaient la campagne, enlevaient les troupeaux et les habitants contre rançon. C'était un temps de terreur. Pourtant, la dynamique démographique de ce XVIe siècle imposait l'agrandissement de certaines demeures. Des solutions ont donc été trouvées. Elles sont parfois surprenantes. Vous voilà au pied d'une construction aérienne qui jadis se multipliait dans les villages au point de les assombrir et de participer de leur insalubrité. Il s'agit d'une androne, et les andrones peuvent désigner plusieurs réalités. Cela peut désigner des constructions aériennes permettant à des murs opposés dans une vénelle à s'appuyer l'un sur l'autre pour les fortifier. Ailleurs, l'androne peut désigner une chambre comme ici, à Saint-Nazaire dans le Gard, où cette construction est qualifiée de chambre dans le compois de 1617. Ainsi, on le comprend aisément, le sens a glissé de l'un à l'autre, puisqu'au demeurant, ces deux types de construction ont pour point commun de réunir par les airs deux murs opposés au-dessus d'une ruelle. C'est le propre des mots de changer peu à peu de sens, d'élargir leur champ sémantique, en somme d'être vivant. Une langue, ça vit, et ça vit au moins autant que nos villages méridionaux où nous savons que les villageois vivaient la plupart du temps dehors, par les ruelles, places et porches. On a peine à se rendre compte du nombre de ces andrones, mais un voyageur de la fin du XVIe siècle, passé par ces contrées méridionales, en venant de sa Suisse natale, attestait, dans certaines localités du midi du royaume de France, qu'on pouvait se promener par jour de pluie sans se mouiller. C'est dire l'omniprésence des andrones ou des andronettes et des passages couverts.
le XIXe siècle, pris d'un élan modernisateur et industriel, fera le ménage. Des questions d'insalubrité étaient alors avancées pour réduire à rien ou presque ces excroissances aériennes. D'abord et avant tout, c'est parce que le village est claquemuré à l'intérieur de ses remparts jusqu'au XVIIIe siècle, voire jusqu'au XIXe siècle selon les cas, qu'il n'a guère de latitude foncière. Pour le dire plus simplement, construire est alors un casse-tête. Il n'y a pas d'espace libre, ou si peu. Dès le XVIe siècle, déjà, il est quasiment impossible de construire sur une parcelle vide de construction dans le village. La seule chose alors possible reste d'agrandir l'existant. Et cela est possible dans le sens de la hauteur. Mais cela a des limites. L'argent d'abord, car l'investissement est d'autant plus important qu'on élève la maison et souvent il est nécessaire de la reconstruire intégralement afin de pouvoir disposer de bonnes fondations et d'épaisseur de murs au rez-de-chaussée suffisante. Voilà qui limitait sérieusement le nombre de prétendants. Il y avait aussi la possibilité de construire ces andrones. On pouvait s'appuyer sur la maison d'en face moyennant finance et créer ainsi une chambre au-dessus de la rue. On pouvait également, quand on en avait les moyens, acheter la maison d'en face et la relier à son domicile originel par un androne ou une androne plus étroite qui devenait ainsi un couloir aérien. Du château féodal, nous ne savons rien, mais quelques bribes d'informations ont pu être récoltées relativement au château des XVIe et XVIIe siècles. Ce château féodal était composé d'une tour carrée, d'un corps de logis pour y loger le seigneur ou plus vraisemblablement son représentant, et des communs pour les domestiques et tous ceux qui travaillaient pour le seigneur. L'allure que nous lui donnons ici est une reproduction d'un ensemble féodal du XIIIe siècle qui donnera une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'espace castral à Sérignan à une époque déterminante pour son organisation, je veux dire le XIIIe siècle. Vous voilà dans une des cours du château, au sud de l'espace castral, c'est-à-dire de l'espace fortifié seigneurial dont on peut dater l'apparition au XIIe ou XIIIe siècle. Le rempart incurvé percé d'une porte que vous pouvez voir en face de la maison, dite maison de Diane de Poitiers, que vous reconnaîtrez facilement aux 4 fenêtres à meneaux qui ornent la façade septentrionale, en fixe la limite. Ce premier rempart existe sans doute encore au XVIe siècle, mais il a été doublé d'une seconde enceinte au XIVe siècle, comme vous le savez peut-être. Néanmoins, il délimite toujours l'espace castral où se trouve un château dont on reparlera dans un autre dispositif muséographique. Il est à noter l'existence d'une galerie appuyée contre le rempart et qui reliait l'espace castral à la maison de Diane de Poitiers. Cette bâtisse ne présentait à cette époque, disons au XVIe siècle, aucune porte pour y accéder. Depuis le château, seule la galerie servait d'accès. D'ailleurs, il faut considérer la maison de Diane de Poitiers comme une extension de ce château, maison qui s'ouvrait sur sa face sud sur un jardinet et sur le parc situé à l'est, les Garennes, comme on les appelle dans les archives. Sans doute en mauvais état dans cette première moitié du XVIe siècle qui voit la construction de la maison de Diane de Poitiers, le château dont on ne sait quasiment rien pour cette époque, sinon qu'il fut incendié par Jacques de Crussol en 1563, n'était plus adapté à l'usage résidentiel qui se déploie alors. Dès qu'il en est fini des châteaux forts, des tours de défense et des remparts seigneuriaux. Les guerres de religion retarderont ou ralentiront l'avènement du château de villégiature en France, nouvelle résidence dont la maison de Diane de Poitiers est une belle préfiguration. Au XVIIe siècle, donc, les oripeaux guerriers des résidences aristocratiques s'effacent au profit de formes architecturales nouvelles, de la lumière avec ses grandes fenêtres à croisées de meneaux. On apprécie aussi les eaux courantes et les jardins qui accueillent ces plantes nouvelles venues d'Orient, par l'Italie et l'Espagne. Car le Comtat est un des 2 plus grands centres d'innovation horticole du Midi avec la ville de Nîmes.
C'est donc la recherche du confort et de la douceur de vivre qui accompagne désormais la montée en puissance de l'absolutisme royal, seul désormais en charge de la paix dans le royaume. La maison de Diane nous dit tout ça. Au-dessus de la galerie, fichée dans la face occidentale du rempart, on peut encore voir les marches d'un escalier encastré dans le mur qui permettait d'accéder au chemin de ronde sur le rempart. Bien sûr, toutes ces restitutions sont à prendre avec recul, même si l'existence d'un tel escalier a été mise en évidence par les fouilles réalisées par le service d'archéologie départemental et dirigé par Jean-Pierre Mignon. Ici se trouve un grand portail en bois qui était l'entrée dans cette cour au XVIIIe siècle. L'était-il déjà au XVIe, doublant l'entrée hypothétique proposée ici? Nul ne le sait vraiment. Ce portail existe d'ailleurs encore aujourd'hui, et vous l'avez passé en venant ici, dans cette cour où se trouve un mûrier, car il encadre le seul et unique passage accédant à cet endroit du village. Ainsi, le réduit défensif médiéval a préservé, au fil des siècles, son caractère obsidional, je veux dire ce sentiment d'être perpétuellement assailli. De son côté, le village se développe beaucoup. Il est peut-être temps pour nous de prendre du recul et d'apprécier notre petit village qui a bien grossi à l'aune de ce que nous savons d'une histoire plus générale des villages méridionaux. Car pour bien connaître un village, il est important de connaître les villages voisins, mais aussi des villages plus lointains, afin de mesurer ce qui, au sein de cette localité, dans son histoire, relève de l'originalité locale ou de banalités qui se retrouvent un peu partout. Considérer un village, c'est essayer de l'insérer dans des flux continus ou erratiques, dans des agencements polyphoniques de temporalités multiples. Mais une fois que cela a été dit, il faut le dire, il n'y a pas de petites histoires. Étudier un village pour lui-même, c'est une activité de connaissance aussi noble qu'une autre. Cela va de soi, et permet de poser des jalons historiques, d'approfondir la connaissance du patrimoine, de mieux connaître celles et ceux qui ont vécu là. Mais pour véritablement connaître un village, il faut le replacer dans le flot général de l'histoire et l'aborder de manière comparatiste afin de pouvoir mettre en exergue ses spécificités et ses points communs avec les villages environnants, voire d'autres, plus lointains. Sérignan semble avoir été longtemps une petite communauté d'habitants de moins de 200 âmes, et ce, jusqu'au XVIe siècle. Il faut dire que son finage est largement occupé par des étangs qui orientent l'agriculture locale vers la production fourragère et l'élevage. Ici donc, la concurrence foncière entre les hommes et les bêtes pèse sur le développement du village qui compte 29 maisons en 1414. Considérant que le début du XIVe siècle est un étiage démographique, entendez un minimum consécutif à la peste noire et à la guerre de Cent Ans, on peut imaginer que la population était plus importante au début du XIVe siècle. Mais en doublant le nombre de ces maisons, avec 60 maisons, on voit bien qu'on reste autour de 200 habitants, alors même que notre estimation est généreuse. Dès lors, si Sérignan du Comtat se fortifie, dans la seconde moitié du XIVe siècle, l'espace à enclore est plutôt réduit. Alors qu'ailleurs les villages s'imposent une réduction de leur occupation de l'espace en abandonnant et détruisant un grand nombre de maisons extramuros, on édifia à Sérignan un rempart à la mesure de la communauté. C'est qu'à cette époque le seigneur, le prieur ou le curé font partie de la communauté d'habitants et qu'ils mettent main à la poche. On a même pu imaginer que le seigneur a pu se tenir à l'écart par un système de fortification double. Petite communauté donc qui va s'agrandir au XVIe siècle, suivant en cela une forte poussée démographique qui touche tous les villages. La conquête des marais et des étangs qui commence au XVIe et s'intensifie partout au XVIIe va transformer l'activité économique.
favorisés par le statut de rénicole, les Sérignanais vont se tourner vers l'industrie, s'appuyer sur les eaux courantes pour actionner des moulins, fabriquer des produits textiles et exporter vers le royaume de France. Il faut dire que le comtat venessin se livre déjà au dumping social du fait de la faiblesse des impôts prélevés par la papauté. Il faut considérer qu'hormis peut-être des extensions du village agglutiné aux voies principales, la configuration actuelle de Sérignan date de ce XVIIe siècle industrieux, même si nombre de maisons ont été agrandies, rénovées, voire même reconstruites intégralement au XIXe siècle. Pour mieux connaître le village de cette époque, village qui a dès lors beaucoup changé, nous disposons du compoit des années 1610. S'il est réalisé à cette époque, c'est parce que l'ancien document est largement dépassé. L'étude de ce compoit nous découvre un village qui a multiplié son emprise au sol, un village qui respire la dynamique sociale, la santé, la jeunesse. Mais avant que de s'attaquer au village, essayons de comprendre ce qu'est un cadastre au début du XVIIe siècle. Avant que de procéder à une étude du village au XVIIe siècle à partir d'un document exceptionnel, un cadastre vieux de 400 ans, il convient de présenter ce type de sources historiennes. Compoit en Languedoc, cadastre en Provence et en comtat venessin, ce document volumineux propose la liste des contribuables et leurs propriétés foncières, tant bien bâties que rurales, maisons, étables, terres, vignes, olivettes, etc., etc., etc. À l'origine, ces documents apparaissent au XIIIe siècle dans les villes où il s'agit, pour les administrateurs des cités, de faire équitablement contribuer les habitants aux charges que nous qualifierons aujourd'hui de municipales. Par exemple, la construction d'une tour sur le tracé des remparts nécessitait un budget, et c'est au prorata de leur richesse foncière que les habitants contribuaient. Dans les villages, il semblerait que ce soit à la fin du XIVe siècle que les premiers compoits ou cadastres aient été dressés. Il était alors question de pouvoir répartir entre tous les habitants le montant de la taille royale, impôt naissant et consécutif à la guerre de Cent Ans. En comtat venessin, point de roi, puisque le pape est le souverain, mais point de pape à l'époque de la confection de ces livres d'estimation, comme les appelle Monique Zerner, qui étudia dans sa thèse ce réalisé en 1414 sous l'impulsion de l'Assemblée des Trois États, l'institution représentative du comtat. Point de pape parce que trop de papes, jusqu'à 3 simultanément. C'est donc pendant cette période schismatique que furent lancées les enquêtes qui menèrent à l'établissement du premier cadastre de Sérignan du comtat. Celui de 1614 a donc été réalisé 200 ans plus tard et est le digne successeur de ces premiers compoits que l'on peut encore consulter aux archives départementales du Vaucluse sous la forme de microfilms. Si les premiers cadastres de 1414 sont les fils de la guerre et qu'ils sont nés de la volonté d'une plus grande justice dans la répartition des charges liées à la défense du comtat face aux armées débandées des mercenaires, routiers et autres soudards mal embouchés, celui du début du XVIIe siècle, que vous avez sous les yeux, joue le même rôle, mais sa finalité est différente. Il s'agit de répartir les charges liées à l'administration municipale. C'est un document qui parle de l'autonomie de ces villages méridionaux, fiers de leur particularisme, de leur liberté. En 1414, déjà, à Sérignan, on avait fixé entre soi la péréquation fiscale. Elle n'avait pas été imposée de l'extérieur. Bref, ici, on ne laissait pas les étrangers décider pour soi. Comme le dit Monique Zerner, l'expérience des cadastres s'est déroulée à un moment d'intense vie publique, dans une société en mutation, diverse, contradictoire. Et c'est bien ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on s'intéresse aux cadastres. Ils sont le fruit d'une collaboration au sein d'un espace circonscrit, un territoire. On s'est donc mis d'accord à Sérignan
en 1414 et en 1614 pour régler une échelle fiscale pour au mieux répartir l'impôt. Ce village du XVIIe siècle, il est dominé par son seigneur. La société d'Ancien Régime est une société d'ordre où chacun doit rester à sa place. Les seigneurs sont les guerriers, ils paient l'impôt du sang et en contrepartie, ils sont dispensés de l'impôt d'argent. Les ecclésiastiques prient pour la société ceux qui leur confèrent le même privilège, voire même d'être considérés comme le premier des ordres hiérarchiquement. Au final, l'impôt est payé par les seuls manants, la gueusaille, la roture, bref, tous ceux qui travaillent de leurs mains. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que l'impôt sur le revenu s'impose en France. Autant dire que nos paysans méridionaux, avec leur péréquation fiscale, basée sur la propriété foncière, étaient bien en avance sur leur temps. Petit village très arrosé, où les espaces humides pouvaient être la source de nombreuses maladies qui affaiblissaient les habitants quand ils n'en tuaient pas, à tour de bras, Sérignan du Comtat n'a pas constitué beaucoup d'attrait pour les titulaires de la baronnie. Il faudra aussi attendre le début du XVIe siècle pour que commence l'assèchement et l'organisation des zones humides pour que devienne attractive l'installation de paysans dans le territoire sérignanais. Francis Raymond, dans sa grande et petite histoire de Sérignan, s'en fait l'écho plus d'une fois. La duchesse de Bouillon semble n'avoir pas plus d'intérêt que sa mère Diane de Poitiers pour ce petit bout du monde. Henri Robert, son héritier, ne se signala pas, et son successeur, retiré à Genève, en raison de son protestantisme, paraît ne s'être jamais soucié de ce village dont il ne faisait qu'encaisser les rentes. En fait, si l'on y regarde bien, c'était ça Sérignan pour ces aristocrates qui voyaient un beau jour échoir, dans leur patrimoine, ce petit village dont ils n'avaient jamais entendu parler et qu'ils ne verraient sans doute jamais. Une rente, seulement une rente, de l'argent sonnant et trébuchant, des stocks de grains vendus sur les marchés ou transportés dans les greniers des propriétés que les titulaires de la seigneurie fréquentaient régulièrement. On notera que la baronnie de Sérignan du Comtat sera maintes fois cédée afin de constituer pour leurs titulaires le moyen de se procurer une grosse somme d'argent frais. C'est ainsi qu'Henri de la Marque la vend le 10 juillet 1634 pour 216 000 livres. Toutefois, le testament de Jean de Poitiers, titulaire historique et notoire de cette seigneurie, sorte d'ancêtre tutélaire, grand Manitou au sang bleu, n'avait pas autorisé ses descendants à se séparer de cette baronnie. Tous les actes furent donc cassés par les tribunaux compétents. Cela n'empêcha pas la vente de la baronnie de reprendre puisque le duc de Bouillon, sans doute conforté par une décision de justice, remet le couvert. Cette fois, l'acquéreur, M. Ferron, se voit contesté dans cette transaction par les habitants de Sérignan et de Camaret eux-mêmes. Les affaires précédentes avaient dû faire du bruit jusque dans le cabaret local et la maison commune. La transaction tomba à l'eau à nouveau. Les villageois de Sérignan et de Camaret, qui avaient voulu se délester des droits féodaux pesant sur eux en les rachetant, faute de pouvoir racheter la seigneurie, se ruinèrent quant à eux en frais de voyage et d'avocat. Bref, tout ça pour ça. Cette volonté de se défaire du corset seigneurial était alors traduite dans le paysage urbain, villageois, par la construction, à Sérignan du Comtat, d'une tour de l'horloge, symbole notoire des libertés municipales. Francis Raymond la situe en lieu et place de l'actuel clocher qui s'y substitua lors de la construction de l'église dans les années 1760. La baronnie passa de main en main au sein de cette même famille tenue de garder cette seigneurie en vertu des testaments susmentionnés jusqu'à ce que les habitants de Sérignan, selon les dispositions de la nuit du 4 août 1789, furent dans la possibilité de racheter les droits féodaux
d'un montant de 40 000 livres. Sérignan se libérait enfin de ce joug. C'était la révolution, c'était la liberté. Dès lors, il fallait construire un monde nouveau. Et c'est à quoi les Sérignanais participèrent et à quoi ils contribuent encore. Parmi toutes les belles choses réalisées ici à Sérignan, il y a sans conteste cette magnifique église que ces images aériennes vous permettent d'admirer à sa juste valeur. Chaque village a son colosse de pierre et souvent le financement des églises et leur entretien étaient à la charge des communautés d'habitants. Parfois, elles obtenaient l'aide du clergé, des autorités supérieures, des aristocrates. Sans doute issue de la chapelle castrale, l'église médiévale de Sérignan, dont il reste quelques pans de murs insérés dans le bâti existant, a subi au cours des âges les avanies du temps, mais aussi les réparations idoines et de multiples agrandissements et constructions de chapelles. Ainsi, en 1619, la construction de la chapelle du Corpus Christi, qui vise à agrandir l'édifice une nouvelle fois, produit l'écroulement d'une partie de l'église et entraîne de nouveaux travaux. Voilà en action la spirale des travaux qui entraîne d'autres travaux et qui au final fragilise l'édifice. C'est donc assez sereinement que les consuls décident en 1761 de construire une église neuve hors le fort pour disposer de plus d'espace. Hors le fort, mais pas trop loin, non plus. Il ne faut pas exagérer. En fait, on va la coller aux remparts qui ont largement disparu à cette époque. Quelques maisons sont démolies. On procède alors à un vaste terrassement et à la construction d'un socle de pierre. C'est donc au plus près de la place centrale du village que l'église est bâtie. C'est au célèbre architecte Pierre Bondon qu'est confiée la conception de l'édifice. Un autre microdoc de l'espace muséographique d'histoire et du patrimoine de Sérignan-du-Comtat vous en parle. Les menuiseries intérieures furent confiées à Gros Louis, cela ne s'invente pas, un menuisier de Courthézon. Un document du fonds d'archives local nous livre les secrets de cette église. Les pierres qui participent de son élévation furent tirées de 3 carrières différentes, dont la célèbre carrière de pierre de Saint-Restitut, celle de Saint-Just, la carrière des Baumes et bien sûr la carrière de Sérignan où les fronts de coupe sont encore visibles. Ainsi, l'œil de bœuf est construit en pierre de la carrière des Baumes, comme les arcs doubleaux, les tribunes et les chapelles. Le sanctuaire, c'est-à-dire l'abside, sera construite en cul-de-four, dit le document, et en pierre de Saint-Just, comme les voûtes des chapelles. La grande voûte de la nef et celle de la tribune seront réalisées en arête et en pierre de Saint-Just également. Pour placer la cloche, dont l'importance est plus que majeure, tant les cloches rythment et symbolisent l'univers villageois, on va rehausser la tour de l'horloge d'un tronçon octogonal pour y faire un clocher. Les paroissiens trouvèrent là une église enfin digne de leur foi, une église d'un style baroque au développement basilical qui s'avérera être un exercice que Pierre Bondon réitérera très vite à Uzès, où il construira une fois encore sur un socle de pierre une église du même type, plus grande, plus haute, avec encore une fois, et assez étrangement d'ailleurs, ce clocher déporté sur la gauche de l'édifice. À n'en pas douter, l'expérience sérignanaise et la présence de ce clocher du XIIIe siècle à Uzès, clocher de l'ancienne église détruite pendant les guerres de religion, influença la conception, donc son positionnement et son allure générale. Outre ces belles lignes, ces belles pierres à la stéréotomie agréable, sa massivité tout agreste, l'église de Sérignan-du-Comtat recèle des œuvres d'art de première main, comme cette mort de Joseph dont nous parlerons dans un autre microdoc.